Bonjour à tous et bienvenue sur la philosophie de combat, 22e vidéo. Cette fois-ci toujours consacrée à la rhétorique et là on va aller un peu plus loin, on va parler de manipulation. Donc la plupart de mes sources viennent d'internet et aussi l'excellent livre que je vous recommande qui est le traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. C'est vraiment très intéressant et c'est très bien écrit, très facile à lire et je trouve que vraiment là comment dirais-je, les auteurs ont fait un grand effort pour rendre accessible à tous ces sciences qu'on dit sciences sociales, qui sont pas toujours forcément, qui donnent pas toujours la vérité, mais là pour le coup, ce livre a le mérite de donner des exemples, beaucoup d'exemples qui pourraient vous arriver au quotidien, et donc c'est vraiment un très très bon livre que je vous recommande, le traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Donc là, on est toujours dans l'idée de convaincre une personne. On n'est pas dans la violence physique, on n'est pas non plus dans un match de mots comme ça qu'on peut l'avoir avec la rhétorique. On va un peu plus loin et on va montrer d'autres facteurs qui peuvent influencer le comportement d'une personne et comment on peut convaincre une personne d'un certain nombre de choses. Alors la première méthode qui vient tout droit du traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, j'en ai retenu deux essentiellement de ce livre. C'est la première, c'est en gros le doigt dans l'engrenage. C'est en gros ce qui recouvre tous les types de manipulation qui fonctionnent un peu comme suit. Que ça soit une personne dans la rue, ou que ça soit un parti politique, ou peu importe, quand on vous demande quelque chose, on vous le demande de différentes manières, vous pouvez accepter ou refuser. Maintenant, l'idée du doigt dans l'engrenage, c'est que on vous demande de faire quelque chose, mais vraiment de minuscule, toute petite chose. Et l'exemple dans le livre, c'était par exemple une association caritative vous demande dans la rue de lui donner un peu d'argent. A priori, et même a posteriori, il n'y a pas de mal de répondre à un questionnaire ou de donner un peu de sous à, je sais pas, la Croix-Rouge, Médecins du Monde, etc. Mais ce qui pointe du doigt, c'est le doigt dans l'engrenage. Vous donnez un petit peu, puis on vous demande de donner toujours cette même somme, mettons une somme d'argent, mais un tout petit peu plus. Puis un peu plus, puis un peu plus. Puis après on vous demande de vous investir, puis on vous demande de toujours en faire plus. Et en fait, ce mécanisme est très facile, c'est que vous donnez un petit peu, puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus, puis c'est vraiment le doigt dans l'engrenage. Donc il y a le doigt, puis après il y a la main, puis après il y a le bras qui passe. Et en fait, la chose fonctionne de cette façon-là, c'est que vous avez du mal à vous dire que j'aurais pas dû, j'ai eu tort. Donc comme vous n'osez pas vous dire j'aurais pas dû et j'ai eu tort, eh bien ce que vous faites, au lieu de vous dire j'ai eu tort ou j'aurais pas dû, vous continuez. Alors il y a des tas de choses qui fonctionnent sur ce principe-là. Alors une arnaque qui est célèbre, qui s'appelle, alors il y a différents noms, hein. Le nom économique, ça s'appelle la pyramide de Ponzi. Le nom s'appelle aussi faire de la cavalerie. En gros, le principe est simple. Alors c'est en gros Madoff, hein, c'est comme ça qu'il fonctionnait. Il demande à une personne de lui prêter de l'argent et il lui dit dans une semaine, je te rends cet argent, mettons 100 euros plus 10%, donc je te rends 110 euros. Et puis vous dites c'est quand même un très bon placement, 10% en une semaine, donc vous lui donnez cet argent. Et Madoff va voir une autre personne, ou Madoff ou n'importe qui, ils vont voir une autre personne et ils leur disent bah voilà, si tu me donnes 100 euros, je te donne la semaine prochaine 100 euros plus 10%. Et ils vont voir plein de monde comme ça. Et quand la semaine suivante, ils viennent vous revoir, ils disent voilà, j'ai 210 euros, mais si, tiens, je te les donne, mais si tu me rends 200 euros, moi la semaine d'après, je te rends 220. Et à chaque fois, j'augmente de 10% la somme. Et à chaque personne, il va les voir, et à chaque fois, il leur dit, bah voilà, si tu me donnes telle somme, la semaine prochaine, ou le mois suivant, ou l'année prochaine, tu auras cette somme plus 10%, et ainsi de suite. Ce qui fait que, il a toujours effectivement la somme d'argent, mais c'est l'idée de l'engrenage, c'est-à-dire qu'à partir du moment, le système se bloque, à partir du moment où vous commencez à dire, non, là, je ne donne plus. Ce qui fait qu'il va perdre, entre guillemets, un client. Et donc, vous aurez effectivement gagné beaucoup d'argent, mais c'est vrai que c'est intéressant de le placer chez lui, donc vous le redonnez, ainsi de suite. Alors, ça fonctionne tant que la plupart des acteurs de cette arnaque ne disent pas bon j'arrête maintenant, j'ai gagné assez ou ça a l'air pas louche cette histoire, donc j'arrête. Et pourquoi est-ce que les gens ne s'arrêtent pas? Parce qu'ils n'arrivent pas à se dire j'ai eu tort, j'aurais pas dû aller jusque là. C'est la même chose pour
pour par exemple quand vous faites des travaux à la maison et vous demandez à un artisan, malheureusement ça existe les artisans malhonnêtes, à un artisan malhonnête de faire je sais pas votre carrelage ou un meuble ou n'importe quoi, il va prendre la commande, il va commencer à le faire et il va vous dire bah il y a les frais ont augmenté, j'ai besoin de, mettons, 1000 € supplémentaires. Alors vous allez lui donner ces 1000 €, puis il va vous revoir 2 mois plus tard en disant j'ai encore besoin de 1000 € en plus, et ainsi de suite. Jusqu'au moment où vous dites non. Mais le problème c'est que vous pouvez pas dire non parce que comme vous êtes dans l'engrenage, vous avez commencé à dire oui, et vous vous dites j'ai tellement investi, maintenant j'aimerais bien avoir mon carrelage, mon meuble terminé. Alors vous dites si je donne encore peut-être 1000 € là ça sera fini, et puis ainsi de suite et ainsi de suite. Et on a du mal à se dire stop, j'arrête. Je préfère avoir perdu, mettons, 2000 € plutôt qu'en perdre encore 15 000 jusqu'à ce que peut-être il veuille bien faire mon carrelage ou mon meuble. Et donc c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Et alors il y a deux mécanismes. Le premier c'est que vous avez investi de l'argent, donc vous avez du mal à vous dire ah bah quand même j'ai investi, je vais pas revenir en arrière. Maintenant il faut que les travaux soient finis. Et vous avez du mal parce que vous avez aussi du mal à dire j'ai eu tort, j'aurais pas dû rentrer mon doigt dans l'engrenage. Alors ils font aussi un beau parallèle avec le mariage, où quand on est en couple avec une personne et qu'on n'est pas heureux, par exemple, eh bien ils disent que dans le livre, je me souviens, ils disaient bah voilà, vous êtes resté, mettons 5 ans avec votre copine, vous n'allez pas la lâcher maintenant, même si vous êtes malheureux tous les jours, parce que peut-être dans un an, dans 6 mois, ça va aller mieux. Et puis un an et 6 mois plus tard, évidemment, ça rien n'a changé, vous êtes toujours aussi malheureux, mais vous dites bon, maintenant ça fait 5 ans et 6 mois, ou ça fait 6 ans que j'ai attendu, je vais encore attendre un an, ça va s'améliorer jusqu'on attend 35 ans et ça s'est jamais amélioré et vous êtes passé à côté de la vie. Et c'est souvent comme ça. Euh, quand on s'investit émotionnellement, qu'on s'investit au niveau financier, on a du mal à se dire j'aurais peut-être pas dû aller jusque là, j'aurais peut-être dû m'arrêter avant, ou j'aurais dû dire non à un moment donné. On a déjà du mal à se dire bah tout ce que j'ai investi est perdu, et ensuite on a du mal à se dire bah j'ai tort tout simplement. On a du mal à se dire j'aurais pas dû, je me suis fait avoir. Et comme on veut pas voir la vérité en face, eh bien on va continuer dans cette logique et ainsi de suite. Le deuxième truc qui est pas mal, c'est la porte au nez. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Moi, je sais pourquoi pas. On demande de moins en moins. Alors ça, c'est la logique inverse. C'est vous demandez beaucoup et tout de suite après, vous demandez peu. C'est-à-dire que t'as pas 100 € par exemple, vous allez dire non, j'ai pas, bah au moins tu pourrais me filer 5 €. Et là, vous avez plus de chances de me le donner 5 € que si j'étais venu vous voir directement et que je vous avais demandé 5 €. Donc en fait, on fait des demandes vraiment exorbitantes, on sait que ça va pas être exaucé, et finalement on demande moins, et on obtient plus facilement ce moins que si on avait demandé ce moins tout de suite au départ. Alors c'est quelque chose qui est beaucoup pratiqué dans le commerce, ça, c'est-à-dire que quand vous êtes un commercial, vous proposez toujours des prix plus élevés que ce qui devrait l'être. Et comme les prix sont plus élevés, bah, l'acheteur en face, forcément, enfin, si c'est un vrai acheteur, il va négocier mon prix. Et vous allez faire une concession en disant, ah bah d'accord, je veux bien faire une concession. Et vous avez plus de chances d'obtenir un bon prix de vente en partant de loin et en revenant vers le début, plutôt que si vous aviez demandé, par exemple, je vais dire n'importe quoi, vous avez demandé vous vouliez faire sur un article qui coûte 100 € un bénéfice vous étiez fixé 15% à peu près, donc vous allez le vendre à 115 €. Mais vous n'allez pas demander 115 € parce que vous avez peu de chances de l'obtenir. Alors vous allez demander 130. Et 130, l'acheteur va dire surtout pas, j'achète pas à ce prix-là. Il va dire bon, on va faire une petite concession, je vous le fais à 120. Et puis il va encore baisser le prix, vous aurez finalement le prix à 115. Ben vous l'avez vendu au prix que vous étiez fixé à la base. Mais si vous aviez demandé au départ 115, eh ben l'acheteur l'aurait aussi négocié les 115. Donc de toute façon, ça peut paraître un peu débile, mais c'est toujours le même jeu. Si il y en a un d'un côté qui demande beaucoup, mettons 50% de plus, je vends mon article à 150 €, l'acheteur il l'achète que à 50 €, et puis au bout d'un moment on finit par arriver sur un prix médian, en fonction bien sûr de la qualité des arguments, de comment on propose, on dit voilà on va en acheter beaucoup, donc on peut réduire le prix, ou etc., etc. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne un peu le commerce. En tout cas, pas dans un supermarché, bien sûr, parce que vous ne pouvez pas négocier les prix. Mais on demande beaucoup et puis on obtient peu. Mais quand on obtient peu, on obtient en réalité ce qu'on s'était proposé à la base. Voilà, donc c'est utile à savoir. S'il y a parmi vous d'ailleurs des dragueurs invétérés, je continue toujours sur l'idée du pied de nez. Euh, c'est toujours au second degré qu'on le fait, mais quand vous rencontrez une fille, vous dites faut qu'on se marie tout de suite, en souriant.
et ça va la faire rigoler un bon coup, puis finalement dire on pourrait au moins aller boire un café, ça serait pas plus mal. Et ben là, c'est exactement le même principe, vous avez demandé n'importe quoi, c'est évidemment irréalisable, et puis finalement le café paraît à côté un bon deal. Et donc celui qui est en face de vous, ou celle qui est en face de vous, a l'impression que bah, justement elle a échappé au mariage de justesse. Et donc finalement un café c'est pas plus mal, ou un verre ou n'importe quoi. Et donc toujours demander beaucoup pour obtenir ce qu'on voulait vraiment avoir à la base. Ça marche malheureusement, ça marche toujours un peu comme ça, que ce soit en amour ou quoi que ce soit. Encore une autre méthode d'influence, mais ça que j'ai découvert, j'ai beaucoup aimé ça, je trouvais ça très rigolo. J'essaierai de mettre les liens des expériences de H et de Milgram. Alors l'expérience de H, 1951, c'est le test du conformisme social face à la pression du groupe. Alors c'est une expérience très simple qui a été faite avec des étudiants en sciences sociales. Ces étudiants, on leur demandait de faire un test visuel. Alors expérience de H, oui, ça s'écrit A-S-C-H. Vous tapez expérience de H, vous allez retrouver tout de suite sur internet. Et vous avez même des vidéos sur cette expérience qui vont bien sûr résumer tout ce que je vais vous dire. Donc en gros, l'expérience, c'est que on demande à des étudiants de faire un test visuel. Et en fait, il y a un professeur qui est dans une salle, et dans cette salle aussi, il y a 3 autres étudiants. Et vous rentrez dans cette salle, vous avez un professeur qui vous attend pour le test et 3 autres étudiants qui sont assis. L'expérience ressemble à ça, donc j'ai pris, voilà, j'espère que vous verrez sur la caméra, vous avez des bâtons, vous avez un bâton, le bâton de, alors vous ça sera à gauche, le bâton de gauche qui est tout seul, et ben ça c'est le bâton témoin, et de l'autre côté vous avez 3 autres bâtons. Et en fait l'idée c'est de dire par rapport à ces bâtons, quels sont ceux qui ont la même longueur. Et donc on se voit très bien, je vous remontre encore l'image, on voit très bien que c'est celui tout à droite, c'est-à-dire le petit C, qui est de la même taille que le bâton témoin, ça se voit tout de suite. Alors ce qui fait l'étudiant, alors il y a 3 étudiants complices, il y a le professeur et puis il y a l'étudiant entre guillemets naïf qui rentre dans la pièce. Et l'étudiant, alors au début tout se passe bien, et tout le monde donne des bonnes réponses, voilà, on se trouve bien que effectivement quand on voit ça, c'est effectivement celui tout à droite qui est de la même taille que celui test. Et au bout d'un moment, alors ça se passe toujours comme ça, c'est le premier étudiant donne sa réponse, deuxième étudiant donne sa réponse, troisième étudiant donne sa réponse, et l'étudiant cobaye, l'étudiant naïf, qui sait pas que c'est en fait tout a été monté, donne sa réponse. Et en fait ça se passe toujours comme ça, c'est-à-dire que les 3 donnent une réponse qui est fausse, et le dernier, l'étudiant naïf, il se rend compte que les 3 ont dit une réponse fausse, et on essaye de mesurer le taux de probabilité, ou le pourcentage d'étudiants qui vont face à la pression des 3 autres qui ont dit que, par exemple, dans ce bâton, on va dire que c'est celui tout à gauche, c'est le petit A, et ben, si c'est le petit A, si les 3 autres ont dit que c'est le petit A qui était de la même taille que le bâton référence, eh bien le quatrième, comment est-ce qu'il va réagir? L'étudiant qui sait pas que c'est un truc, c'est un test pour savoir comment est-ce qu'il réagit face au conformisme social. Et avec cette expérience, on s'est quand même rendu compte que 36,8%, donc 37% des étudiants, en gros, face à la pression du groupe, ils répondaient comme les autres. Les 3 étaient en train de se tromper, lui ça arrive à lui, il se dit mais c'est pas possible, et c'est pas, j'arrive pas à en croire mes yeux, c'est pas possible qu'ils aient tous mal répondu, et en fait, eh ben, il y en a quand même 37% qui, indépendamment de ce que voient leurs yeux, ils vont quand même dire bah voilà, finalement le bâton c'est celui qu'ont dit les 3 autres, et puis moi je dois sûrement me tromper puisque les 3 autres ont dit que c'était celui de gauche ou celui de droite ou le ABC, alors que en fait ils sont tous les 3 trompés, mais comme peut-être que c'est moi qui me trompe, si les autres vous voyez, c'est toujours le truc, quoi. Si tout le monde pense que quelque chose est vrai, c'est que ça doit être vrai. C'est toujours le même sophisme qu'on a vu la dernière fois. Et donc en fait non, les 3 se trompent, et moi je vais pas me tromper avec les autres. Je peux dire voilà. Donc quand même une grande majorité des étudiants
finissent par dire bah voilà, les trois se sont trompés, moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est celui-là qui est de la même taille, et bon, il y en a quand même 37%, ça fait quand même pas mal de gens, surtout penser dans une démocratie, ça fait 37% de gens qui votent et qui etc. Donc qui vont se conformer. Si les autres disent que aujourd'hui là il fait jour, hein, s'ils disent qu'il y en a 40 qui disent qu'il fait nuit, eh ben je vais peut-être dire qu'aussi il fait nuit parce que je veux pas être justement, ce qu'on essaie de tester c'est est-ce que vous voulez être hors du groupe ou non, parce que celui qui dit bah quand il fait jour il fait nuit, bah finalement lui il est comment dirais-je il s'exclut du groupe quoi, même si c'est lui qui a raison, vous voyez. C'est ça qui est génial dans cette expérience, c'est que l'étudiant, en plus on le voit sur la caméra souvent, les étudiants ils sont vraiment choqués, ils disent c'est pas possible que les trois se sont trompés. Et puis finalement ils disent bon bah je pense que c'est les trois qui se sont trompés, et donc bah alors je vais répondre non je pense que justement c'est moi qui me trompe, c'est eux qui ont raison, donc je vais répondre comme eux. Et donc ça c'est très intéressant de savoir qu'il y a on peut manipuler une personne ou l'opinion d'une personne, ne serait-ce que en disant des mensonges, et à force de les répéter, ils finissent par devenir vrais. Bon, on verra ça avec la télévision, mais en gros, c'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc sachez que quand tout le monde dit noir alors que c'est blanc, vous pouvez dire que c'est blanc. C'est juste que les autres se plantent et qu'ils n'ont pas bien compris. Donc voilà. Et ce qui est en plus drôle dans cette expérience, c'est que c'est qu'on teste pas vraiment à la vue, c'est qu'on teste vraiment le conformisme, parce que les bâtons, il n'y avait aucun problème pour voir que c'était effectivement lequel était le plus grand ou lequel avait la même taille, quoi. Donc voilà, j'aime bien cette expérience, c'est très drôle. Je vais essayer de mettre le lien, j'y penserai, hein, mettre le lien de la vidéo qu'il y a sur ça sur internet, je la mettrai en lien dans cette vidéo. Alors celle-là, elle est vraiment très connue, cette expérience. Elle a été reproduite dans un film qui s'appelle I comme Icar, je crois, qui traite en gros de l'assassinat d'un président, enfin bref. Et oui, c'est ça, l'assassinat d'un président. Et en gros, bah il y a quelqu'un qui mène l'enquête par rapport à cet assassinat. Et puis en fait, il se rend compte que je vous cache pas la fin du film, hein, mais et dans ce film, il y a l'expérience de Milgram qui est reproduite. Et c'est vraiment passionnant l'expérience de Milgram, puisque c'est le conformisme social face à la pression de la hiérarchie. Donc là, c'est pas face à la pression du groupe, puisque quand vous êtes étudiant, vous avez un étudiant à côté de vous, a priori, on imagine que vous imaginez pas que cet étudiant est supérieur à vous. Mais par contre, l'expérience de Milgram, c'est vraiment le face à la pression de la hiérarchie. Alors comment fonctionne l'expérience? C'est très simple. Vous avez deux professeurs en sciences sociales qui sont habillés avec de belles blouses blanches, et en gros ils font un appel, alors je sais plus si c'est aux étudiants ou à des gens, enfin bref, en leur disant voilà, on va faire une expérience sur la mémoire. Et on demande des volontaires. Alors évidemment, ce qui est bien dans ce genre d'université, c'est comme les jeunes sont passionnés par les sciences sociales, bah, il y en a toujours beaucoup. Et alors ils disent voilà, on vous promet une petite rémunération. Il me semble que c'était 15 dollars si je ne me trompe pas, pour quelques heures de travail sur la mémoire. Et donc la personne rentre dans la salle, il voit les deux chercheurs en blouse comme ça, très sérieux, etc. Et il y a un type, non pardon, je fais une erreur. Il y a deux mecs qui rentrent dans une pièce, il y a un acteur et un cobaye. Donc c'est deux personnes qui rentrent, et en gros vous avez deux scientifiques qui leur expliquent l'expérience. Voilà ce qu'on va faire. On va vous installer sur une chaise qui envoie des décharges électriques, et l'autre, donc il y en a un des deux cobayes qui va s'asseoir sur la chaise électrique, et l'autre qui va presser des boutons pour lui envoyer des décharges électriques. Et le but, en gros, c'est de faire un test sur la mémoire. Donc, en gros, la personne qui pousse les décharges électriques lui pose des questions, lui demande de retenir un certain nombre de mots. Alors, c'était blanc, barbe, ou enfin, c'était une série de mots comme ça. Nuages bleus, enfin des trucs comme ça, une série de mots, et il devait se souvenir de cette série de mots. Donc un mot en appelle un autre, et il fallait à chaque fois donner, voilà, barbe blanche, ciel bleu, etc. Et donc, l'expérience commence, la personne lit la série de mots, et l'autre est sur la chaise électrique et est censé répondre. Alors il y a un petit truc au niveau de la décision de qui va sur la chaise électrique et qui pousse les boutons, puisque il leur demande à choisir dans une corbeille, en fait, il leur demande de piocher dans une corbeille un papier où il y a marqué leur nom, et le premier qui pioche, ou non, il y a marqué leur rôle, pardon. Donc le premier qui pioche pioche, et puis en fonction de ce qu'il retire, il va soit sur la chaise électrique, soit en gros il pousse les boutons.
Alors évidemment, c'est toujours le même qui va sur la chaise électrique puisque c'est un acteur. Donc en gros, bah, dans le pot où on mettait la main, il y avait deux réponses pour être sur la chaise. Donc forcément, le premier qui piochait, c'était toujours l'acteur. Il piochait, puis forcément, il allait sur la chaise électrique. Et l'autre, qui était le sujet cobaye, il poussait les boutons. Voilà. Donc moi, c'est un peu dur à résumer avec des mots parce qu'évidemment, il y a la vidéo que je mettrai en lien qui est beaucoup plus agréable pour découvrir cette expérience. Et en gros, donc une fois qu'il a fini de réciter la liste des mots, il lui dit voilà, est-ce que vous avez bien tout retenu? L'autre lui dit oui, et puis il commence. Et il dit un mot, et l'autre au début il donne la bonne réponse, puis il donne la bonne réponse, puis il se trompe. Et comme il se trompe, l'idée de l'expérience, c'est que si on lui envoie des décharges électriques, le cerveau va réagir de la façon suivante, puisque de ne pas se souvenir crée vous fait souffrir ou crée de la souffrance, eh bien le cerveau forcément va se mettre à retenir plus facilement parce qu'il veut éviter la souffrance, ce qui est complètement débile d'ailleurs. Mais et donc bah, la personne dit bah ouais, alors ils envoient des décharges ainsi de suite, ça va jusqu'à 450 volts, hein, qui est assez pour vous faire rôtir, il n'y a pas de problème. Et donc bah très vite au début, l'acteur finit par hurler de douleur, etc. Parce qu'évidemment des chocs électriques ça vous tue, il n'y a pas de voilà. Et le but de l'expérience, c'était de savoir la personne qui pousse les boutons et qui envoie les décharges électriques, à partir de quel moment elle va se dire j'arrête l'expérience. Parce qu'elle voit que l'autre est en train de souffrir sur sa chaise électrique, etc. Savoir que sur 450 volts, quand la personne poussait le bouton, il y avait marqué attention, choc dangereux quand même. Il y avait pas il pouvait pas dire je savais pas. Enfin bref. Alors, ils ont fait l'expérience sur plus de 600 personnes en gros, et ils se sont rendus compte que à peu près 65% des gens allaient jusqu'à 450 volts, c'est-à-dire largement assez pour vous tuer n'importe qui. Et donc en fait, ils se sont rendus compte que il y a quelque chose au niveau de l'obéissance face à la hiérarchie, les gens ont vraiment une obéissance mais presque effrayante quoi. Parce que quand il disait non, je peux plus, j'arrête, je veux pas, j'en ai marre, l'autre il arrête pas d'hurler, il apprend rien, il arrive plus à répondre, etc. Il lui répondait l'expérience exige que vous continuez, vous devez continuer l'expérience. Donc vraiment il leur disait au nom de la science vous devez aller jusqu'au bout. Et quand même 65% des gens au nom de la science ont, alors ils l'ont pas tué évidemment, mais aurait causé la mort de la personne sur le fauteuil. Alors évidemment personne n'est mort dans cette expérience et on a demandé aux gens, on les a réinvités quelques semaines plus tard, on leur a demandé mais pourquoi est-ce que vous vous rendez compte que vous avez quand même administré théoriquement 450 volts à une personne qui était largement assez pour tuer un cheval je crois, enfin bref. Et donc voilà, alors ils leur demandent si vous avez donné plus d'argent, est-ce que vous seriez allé plus loin, etc., etc. Et les gens sont incapables, littéralement, c'est ce que montre l'expérience, aucun n'arrive à se dire j'ai eu tort. Personne n'arrive à se dire non j'aurais pas dû aller jusque là. Et c'est vraiment, on se rend compte que comme je l'ai dit, le doigt dans l'engrenage, c'est quand on a commencé à pousser les premiers volts, on veut pas forcément aller jusqu'au bout, mais comme on a une pression de la hiérarchie qui est beaucoup plus puissante que la pression du groupe, eh bien on va aller jusqu'au bout de l'expérience parce que parce qu'on a justement on a le doigt dans l'engrenage, on n'arrive pas à se dire qu'on a eu tort, on n'arrive pas à se dire j'aurais pas dû, j'ai mal agi. Et ça c'est pas très grave, mais disons que c'est pas choquant non plus, mais disons que c'est quand même dans des pays, comme il le dit très bien dans le film, comme dans des pays libres, démocratiques, etc., 65% des gens sont prêts à administrer une dose un choc électrique suffisamment violent pour tuer une personne au nom de la science. Et donc, ça me permet de un peu parler de très rapidement, puisque j'en parlais plus en détail de la science. La science, ça a été le grand truc du 17e, du 18e, du 19e siècle et encore du 20e siècle aujourd'hui. On veut absolument que tout soit scientifique, c'est-à-dire que tout soit basé sur la justesse des mathématiques, et qu'en fait, il y a eu en quelque sorte il y a eu une espèce d'engouement pour les sciences, parce qu'en fait, quand on parle de physique, c'est facile de parler de science. Mais quand on parle d'économie ou par exemple, je sais pas moi, de sociologie, on est
beaucoup moins dans la science, parce qu'en fait, on peut essayer de mathématiser des choses, mais c'est très difficile. Même en économie, contrairement à ce qu'on croit, 1 euro n'est pas égal à 1 euro un an plus tard, etc. Donc les, généralement les sciences sociales, c'est très difficile d'avoir des statistiques, des chiffres qui correspondent et dont on peut expliquer une réalité à partir de ça. Quand il s'agit de parler de, comme j'ai déjà pu le dire, je crois, quand il s'agit d'aérodynamisme, on sait si un avion vole ou pas. Et on sait donc si la science est exacte et si elle fonctionne. Pareil pour la chimie, et pareil pour la physique. On ne serait jamais allé dans l'espace si on n'avait pas autant étudié la physique. Mais par contre, quand il s'agit de politique, quand il s'agit de philosophie, ou quand il s'agit de toutes les sciences sociales, là on est beaucoup plus dans une personne. L'exemple parfait, c'est la psychanalyse. Euh, Disons que c'est une personne qui est en gros exprime son point de vue, mais il n'exprime pas le point de vue de l'universel, contrairement aux mathématiques qui eux vont exprimer le point de vue de l'universel. On reverra ça avec Kant en détail, mais en gros, la difficulté des sciences sociales, c'est de mathématiser des résultats pour donner des résultats qui soient pas changeants tous les ans, qui soient suffisamment stables pour qu'on puisse prendre des décisions politiques, etc. Et donc, ce qui est intéressant avec ces deux expériences, la H et Milgram, c'est qu'elles donnent des chiffres, et des chiffres assez effrayants, puisque quand tout le monde dit noir, ah bah même si c'est blanc, moi je veux quand même dire noir à 37%, et 65% des gens, face à une pression de la hiérarchie, vont quand même dire, bah si la hiérarchie me demande de faire ci, ça ou ça, alors qu'on est libre, démocratique, un pays dans... et bah je vais quand même le faire. Ça donne un peu une idée de comment fonctionne en groupe l'être humain, c'est-à-dire que on aime bien ressembler à Monsieur Tout le Monde, mais ça j'ai déjà dit, je crois, dans ma vidéo sur les désirs. Y a rien de plus fort par rapport au désir d'appartenir au groupe que de ressembler à Monsieur Tout le Monde. Et si si on pense que Monsieur Tout le Monde obéit à la science, parce que la science donne la vérité, alors que c'est quelque chose qu'on peut discuter en réalité, eh bien, si tout le monde pense que la science donne la vérité, c'est la vérité, et je la remets pas en question. Mais c'est tout à fait la même chose qu'au Moyen-Âge, quand on disait la vérité vient de la Bible, les gens disaient pas, ah non, la Bible c'est de la merde. Ils disaient, bah, si la vérité vient de la Bible, il faut faire exactement ce que la Bible nous ordonne de faire. Donc voilà, on croit toujours que l'être humain, enfin, on confond souvent l'idée du progrès des sciences et l'idée du progrès social. C'est deux choses qui sont complètement séparées et qui n'ont rien à voir. Et je démontrerai d'ailleurs que c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque le progrès des sciences implique le progrès technique, et on verra que la technique c'est pas aussi cool qu'on croit. Et puis le progrès social, ça c'est un point de vue, une interprétation. Néron, quand il a fait brûler Rome, il aurait pu dire bah tout va enfin, tout va bien. Oui, c'est son interprétation, c'est ça le problème, c'est que et là on retourne vraiment vers la philosophie, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est vrai, etc. Voilà. Donc très intéressant, hein. C'est vraiment comment manipuler les gens, c'est la pression du groupe, la pression de la hiérarchie, et, euh, et je crois que ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand on a ça, on touche à quelque chose d'autre, que peut-être on a encore du mal à mettre le doigt dessus en philosophie, mais c'est l'idée de la pression du groupe, c'est-à-dire que dans un groupe, on peut tous se convaincre, avoir les mêmes idées, et là c'est qu'une question de langage. Mais par exemple, quand vous êtes dans la pression du groupe, il y a vraiment la pression de l'interdit. Et l'interdit, le tabou, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, il faut obéir, j'ose pas faire ci ou ça. Et là, on est vraiment face à une espèce de langage, un métalangage, comme on dirait, c'est au-delà du langage. C'est-à-dire que si tout le monde fait comme ça, bah, je vais faire comme ça aussi. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas enfin, qu'on touche un peu du doigt en philosophie, mais qui n'a pas vraiment été exploré à fond. Ça a plutôt été exploré par d'autres sciences sociales et pas vraiment par la philosophie. Euh, c'est vraiment tout ce qui est métalangage, c'est-à-dire tout ce qui est non dit mais qui va de soi, sans qu'on se pose jamais la question. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que je devrais ah, comment ça se fait, d'où vient le fait que je dois me conformer à la pression de la hiérarchie. C'est quelque chose qu'on a du mal à sentir ou à expliquer parce que c'est un métalangage, c'est au-delà du langage. C'est-à-dire que quand quelqu'un fronce les sourcils, quand votre boss par exemple fronce les sourcils et vous regarde méchamment, tout de suite il a pas besoin de dire qu'il y a quelque chose qui va pas, vous le savez. Et
Et même, il y a tout un tas de mimiques du visage comme ça qui sont absolument universelles. Et le bonheur, quand quelqu'un sourit, on sourit jamais qu'avec la bouche, on sourit avec les yeux. Un vrai sourire, c'est qu'un sourire qui est fait avec les yeux, en réalité. Bon, bref. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est beaucoup exploré en ce moment avec tout ce qui est programmation neurolinguistique, l'analyse transactionnelle. Si vous avez vu une série qui était pas mal, je crois mais qui a fini en autre boudin, c'est Lie to Me, je crois. Lie to Me, où c'est l'histoire du docteur machin là qui est capable de savoir si vous mentez ou pas. Il est pas capable de dire pourquoi, mais il est capable de voir à tous vos gestes et tout ça et de voir si vous mentez ou pas. Je trouvais que cette série était pas mal, surtout la première saison. Et donc c'est la même idée avec la série Le Mentaliste, qui est un peu plus connue d'ailleurs. C'est l'idée de voir tout ce métalangage, de comprendre ce métalangage qui est au-delà du langage, au-delà des mots. Il y a de la rhétorique, effectivement, on peut utiliser tout ça, mais il y a autre chose. Il y a tout ce qu'on peut percevoir d'une personne sans lui avoir parlé, et tout l'a priori qu'on peut voir sur le visage d'une personne, sur la façon dont elle sourit, la façon dont elle s'exprime, et tout son comment dire, tout ce qu'on appelle le body language, tout ce qui est la gestiologie, c'est-à-dire l'étude des gestes, etc. Et ça c'est, alors je me méfie parce que je pense pas que ça soit très scientifique, que ça soit beaucoup des interprétations, ce genre de science, mais c'est très intéressant qu'on essaye de toucher à tout ce qui est métalangage, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, quand vous êtes en couple avec la personne que vous aimez, il y a tout un tas de choses qui vont de soi sans que vous ayez besoin de le dire en fait. Et tout ça, ça s'appelle un métalangage qui existe. Et justement, tout ce qui est l'idée d'influencer une personne ou de la manipuler, c'est, on va essayer justement de travailler sur ce métalangage, tout ce qui est soit dans les mots directement, soit au-delà des mots. Alors, pour continuer, l'effet Pygmalion, ça c'est passionnant, ça c'est vraiment, ça mériterait carrément une vidéo à soi tout seul, ça, l'effet Pygmalion. C'est tout ce qui est prophétie autoréalisatrice. Alors ça j'adore. Ça c'est vraiment passionnant parce que vous entendez souvent des gens se plaindre, surtout en France. Euh, et en fait, il y a, comme disait Jacques Bainville dans son Histoire de France, il y a toujours eu en France ce qu'on appelle en gros la Ligue des mécontents, c'est-à-dire tous ceux qui sont pas contents du pouvoir en place. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours, pour des raisons diverses et variées, pour des raisons louables ou pour des raisons voilà de personnes ou pour des tas de raisons. Et en fait, la personne qui est justement qui est mécontent, elle va pas argumenter, elle va dire lui là machin qui est au pouvoir, il va se planter. Et c'est génial ça, parce que quand vous dites à quelqu'un qui va se planter, eh ben soit il s'est pas encore planté, ou il s'est pas trompé, etc. Et à ce moment-là, eh ben vous avez toujours raison, puisque ben, il s'est pas encore planté, mais il va se planter, il va se planter. Et puis quand il s'est planté, vous pouvez dire ah bah vous voyez bien il s'est planté, je vous l'avais dit, ça fait des années que je vous dis qu'il va se planter. Mais effectivement une personne n'est pas toujours parfaite, il y a des fois où on se plante, mais quand vous avez comme ça une espèce de ça m'est arrivé moi ça, quelqu'un qui est là, ah, il va se planter, il est nul, il va se planter, etc. Évidemment quand à un moment donné vous vous plantez, personne dit bah voilà j'avais raison, elle s'est plantée, etc. Alors que au lieu de critiquer toute la journée, elle aurait pu aussi donner un coup de main. Alors c'est intéressant les prophéties autorisatrices parce que ça recouvre autre chose. C'est qu'est-ce qu'on vous a dit? Est-ce qu'on vous a dit que vous pouviez devenir un grand médecin, un avocat, vous pourriez devenir un joueur de football? Est-ce qu'on vous a dit que vous pouviez devenir un grand peintre? Est-ce qu'on vous a dit un jour que vous étiez beau? Est-ce qu'on vous a dit un jour que etc etc. Et en fait, l'idée de la prophétie autoréalisatrice, c'est très intéressant parce que justement, si vos parents vous disent toute la journée que vous allez vous planter, vous allez finir clodo, etc. Euh, et à l'inverse, si vos parents vous disent toute la journée vous êtes extraordinaire, mon fils, tu vas devenir ministre, etc. Essayez d'imaginer la probabilité de chance que vont influencer toutes ces choses qu'on dit au quotidien aux enfants, etc. Dans sa chance de réussite. Si à quelqu'un on lui dit t'es nul toute la journée, je crois que c'est une expérience qui avait été faite justement sur des étudiants noirs américains, où on leur faisait passer un examen, il me semble. Alors je sais plus quelle expérience c'est, hein, j'avais lu ça. On leur faisait passer un examen à des étudiants nord-américains et avant l'examen, on leur avait tenu des propos en gros t'es noir, donc t'es nul, tu vas jamais réussir, etc. Et ils avaient fait la même expérience avec des mêmes étudiants équivalents. Ils leur avaient demandé voilà,
le même test, mais il leur avait dit ah bah vous êtes génial, extraordinaire, vous allez y arriver, il n'y a pas de problème, etc. Et effectivement, à la fin, ceux qu'on avait insultés, qu'on avait traités, voilà, t'es un feignant, t'es un nul, etc. Et ben, ils avaient moins bien réussi que ceux qu'on avait encouragés toute la journée. On leur a dit c'est bien, vas-y, tu peux y aller, etc. Et donc vraiment l'effet Pygmalion, c'est l'idée très simple que si vous voulez que quelqu'un réussisse dans la vie, vaut mieux lui dire tu peux y arriver, tu peux réussir, t'es génial, t'as du talent, t'es beau, t'es intelligent, etc. Plutôt que de dire exactement l'inverse, t'as aucun talent, t'es nul, etc. Parce que dans le pourcentage de chances qu'une personne réussisse, c'est pas parce qu'on dit qu'il est merveilleux qu'il va réussir, mais ça augmente le pourcentage de chances qu'il réussisse. Donc vraiment l'effet Pygmalion, c'est quelque chose de très puissant. Et si vous devez un jour éduquer un enfant, pensez à pas forcément le dire que c'est la troisième merveille du monde, mais le dire que au lieu de sortir les doigts du cul et justement de faire les choses, tu peux y arriver, tu peux réussir, tu es intelligent. Vaut mieux dire ça à un enfant plutôt que dire t'es une merde, t'arriveras à rien. Vaut mieux que tu te mettes à picoler et à te droguer, au moins tu pourras faire quelque chose dans ta vie plutôt que d'essayer de bosser. Donc voilà, toujours se dire que d'influencer une personne positivement, c'est toujours ça leur permet vraiment de mieux survivre et de survivre plus longtemps. Alors ça me fait penser à une autre expérience, là pareil, j'ai lu ça il y a tellement longtemps que je sais plus du tout qui a dit ça ou qui a écrit ça, et en gros l'expérience c'est sur des rats, et l'expérience fonctionne comme ça, on a 4 types de rats. Alors dans toutes les expériences, on a toujours un type de rat test. On a des rats alors tous les rats sont nourris de la même façon, mais ils sont pas traités de la même façon. Les donc vous avez ouais, donc, 4 types de rats. Les rats test, pour voir leur longévité test. Vous avez les rats qui sont bien traités. On leur fait des câlins, on est gentil avec eux, on les gratouille, on leur parle, etc. Vous avez les rats donc le troisième groupe de rats, on leur tape dessus, on leur envoie des décharges électriques, on leur crache dessus, on les pousse, etc. Et vous avez le dernier groupe de rats à laquelle on leur fait rien. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés un peu comme des poulets dans une batterie et ils reçoivent ni aucune attention, ils reçoivent juste en gros la nourriture ils reçoivent la nourriture. Pourquoi est-ce qu'on choisit des rats? C'est parce qu'on estime souvent que les rats ont une psychologie sociale qui est très similaire à celle de l'homme. Vous en conclurez ce que vous voudrez. Et donc en gros, on essaye de tester la longévité des rats. Donc il y a les rats tests qui vont avoir une longévité, je veux dire n'importe quoi, de 6 mois. Je connais pas la longévité des rats, mais on s'en fout. C'est l'idée. Hein. Donc en gros, c'est juste pour vous faire prendre conscience de comment ça. En gros, les résultats étaient les suivants. Bon, les rats tests normales, ils ont une longévité normale de rat, on va dire 1 an, c'est plus simple. Les rats qui étaient cajolés, bien traités, on leur parlait, etc. Ils avaient en moyenne une espérance de vie plus longue. Les rats qu'on maltraitait avaient une expérience de vie en gros plus court, enfin en moyenne légèrement plus courte que celle des rats normaux, et les rats auxquels on ne s'occupait jamais, c'est ceux qui sont morts les premiers, statistiquement sont ceux qui sont morts les plus vite. Et là ça veut dire quelque chose de très profond, et je reviens sur mon effet Pygmalion, c'est que il y a rien de pire que d'ignorer un enfant ou une personne, etc. C'est la pire chose qu'on peut lui faire, c'est de l'ignorer. C'est-à-dire que, je veux dire, faut pas avoir un comportement violent avec son enfant ou avec les autres, mais bon, vaut mieux avoir un comportement généreux, attentif, etc. Ça me paraît assez évident. Mais le pire qui puisse arriver à une personne, c'est qu'on ne s'occupe pas de lui, on ne s'intéresse pas à lui. Ça, c'est la pire chose qui puisse arriver à une personne. Et donc, toujours dans l'idée de l'effet Pygmalion, même si vous savez pas quoi dire à une personne, dites-lui, bon, essayez de dire quelque chose de gentil, mais essayez aussi même si vous devez dire quelque chose de méchant, plutôt que d'ignorer une personne, vaut mieux dire quelque chose de méchant que justement l'ignorer. Vous voyez, c'est toujours, faut surtout pas ignorer les gens. C'est ce qu'il y a de pire en fait. Il y a pire que ignorer non, il y a pas pire qu'ignorer une personne. Il vaut mieux maltraiter une personne que l'ignorer en fait. Bon, évidemment, le mieux c'est toujours de bien traiter une personne, mais alors on dit une personne, mais là on parle de rat. Alors est-ce que ça se voit directement? Mais pour moi, ça rentre clairement en corrélation avec l'effet Pygmalion, dans l'idée que si vous avez un gosse, ou si vous avez un ami, ou si vous avez quelqu'un qui est dans l'angoisse, dans le doute, il faut toujours
même si c'est pas vrai, même si vous le pensez pas, il faut quand même toujours donner le change et dire ah t'es extraordinaire, génial, merveilleux, unique, tu vas y arriver, tu peux le faire, voilà. Il faut toujours motiver une personne. Par exemple, vous avez quelqu'un ou je sais pas, vous êtes étudiant, vous avez un ami qui voilà, il a pas trop révisé ses examens, sait pas s'il va y arriver, il a du doute, etc. La pire chose que vous pouvez faire, c'est l'ignorer. C'est pas terrible, mais vous pouvez même lui dire bah t'es un con, tu devrais bosser, etc. Et la meilleure chose que vous devriez faire, c'est lui dire bah tu peux y arriver, arrête de te pleurnicher, t'es le meilleur, t'es extraordinaire, t'es intelligent, etc. Donc voilà. Donc l'effet Pygmalion, c'est vraiment moi c'est passionnant parce que pensez à tout simplement tous les compliments que vous pouvez recevoir dans une journée ou alors tous les compliments que vous ne recevez jamais ou ceux que vous pareil ne donnez jamais. Euh, vaut mieux vaut mieux justement quand on a un doute toujours donner un compliment à une personne même si vous le pensez pas vraiment, ça va augmenter sa durée de vie. Bon, ça c'est un sophisme, mais en gros l'idée est là quoi. Si quelqu'un est dans le doute, vous avez même pas envie, voilà, ne jamais hésiter à donner un compliment, dire c'est bien, t'as bien travaillé, t'as bien fait ci, fait ça, tu peux t'améliorer, je le sais, etc. Voilà. Ben là, je vais pas trop revenir sur ça, mais tout ce que j'ai parlé comme quand on catégorise les gens comme des ontologies, c'est-à-dire qu'on parle de des noirs par exemple, mais je veux dire comme des objets quoi, comme quelque chose qui est ontologisé, c'est-à-dire on connaît l'être, la vérité absolument de l'homme noir et on dit que l'homme noir est ceci, cela, etc. Ça s'approche presque pas forcément du racisme, hein, mais ça va dans tous les sens le racisme. Hein, ça va, c'est-à-dire l'homme noir est supérieur à l'homme blanc, comme l'homme noir est inférieur à l'homme blanc. Tout ça c'est du racisme de débile puisqu'il n'y a pas à hiérarchiser les hommes. D'ailleurs, même si on hiérarchise à partir de quels critères, enfin, voilà. Donc ne pas ontologiser les choses, c'est-à-dire que dans votre esprit, dès que vous devez penser à quoi que ce soit, eh bien il y a comme le chien de Pavlov tout un tas d'idées qui vous reviennent, mais ça je l'ai déjà expliqué et j'en ai déjà parlé. Alors maintenant on va parler de propagande moderne, tout ce que la télévision sait faire. En gros, on m'avait posé la question qu'est-ce que je pense des images subliminales, mais j'ai envie de dire on s'en fout, c'est pas très intéressant les images subliminales tout simplement parce que à partir du moment où on allume la télévision, à partir du moment où vous allumez la télévision, si vous reprenez le premier coup, enfin la rhétorique numéro, enfin celui que j'ai fait il y a 2 vidéos là, qu'est-ce que je vous ai dit? Le langage c'est un système. Donc à partir du moment où vous allumez la télévision, vous êtes déjà dans un système qu'on utilise des images subliminales ou pas, n'a rien à voir avec le fait que vous allez être convaincu d'avoir utilisé un produit, etc. Euh, je veux dire, les images subliminales, ça change rien du tout. À partir du moment où vous avez allumé la télé, vous êtes dans un espèce de consensus mou, tout est bridé, tout est un système dans la télévision. Dès que vous allumez la télévision, dès que vous lisez des journaux, etc., vous êtes toujours dans un système. Un système de langage, un système de pensée, etc. Donc à partir du moment où on vous met des images subliminales à la télé, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que ça pourrait bien changer? Ça change absolument rien. Puisque à partir du moment où vous acceptez d'allumer cette télévision que je vous conseille de plus jamais regarder, euh, voilà, peut-être 5 minutes par jour, eh bien, à partir du moment où vous avez allumé la télévision, de toute façon, vous êtes dans un système médiatique, un système, etc. On sait très bien que la plupart des chaînes sont détenues, d'ailleurs aussi la plupart des journaux sont détenus par des hommes riches. Et ces hommes riches, ils ont intérêt à contrôler ce système de pensée dans lequel vous êtes. Donc, ils ont intérêt à contrôler les mots et les images que vous pouvez percevoir. Donc, à partir du moment où vous lisez la presse et que vous regardez la télévision, de toute façon, vous êtes dans un système. Je veux dire, qu'on rajoute des images subliminales, c'est la cerise sur le gâteau, mais vous étiez déjà en plein dans le gâteau. Donc, on rajoute des cerises un peu partout, ça change absolument rien. Donc voilà, c'est pour ça que Internet c'est génial, c'est parce que est-ce que vous pouviez imaginer 5 secondes qu'un mec comme moi passe à la télévision pour vous expliquer pendant 1 heure la rhétorique, la dialectique, etc. Bientôt je vais faire une vidéo sur la métaphysique, c'est vraiment ce qu'il y a peut-être de plus compliqué, enfin l'illusion de la complexité, mais en fait c'est ce qu'on pense qu'il y a de plus compliqué en philosophie, c'est la métaphysique. Est-ce qu'on me laissera un jour à la télévision pour expliquer la métaphysique, surtout que c'est long, c'est chiant, il faut se passionner pour ça, je vais essayer de rendre ça le plus drôle possible, mais on va voir ce que je peux faire. Mais en gros, non, je passerai jamais à la télé, moi je veux dire, j'existe que sur internet. D'ailleurs, j'en profite ce passage pour dire que les seules traces de moi que vous trouvez sur internet, c'est ces vidéos d'ailleurs. Donc, euh,
si vous voulez, il y a vraiment dès que vous allumez la télé, vous êtes déjà dans un système. Donc pas la peine de se plaindre que ce système, il vous pousse à consommer, il vous pousse à faire ci, il vous pousse à faire ça. De toute façon, à partir du moment où vous acceptez d'appuyer le bouton pour l'allumer, tout le reste va découler. Je veux dire, dès qu'on regarde un film américain, à part quelques films américains qui sont géniaux, mais on est déjà dans un système de pensée, Hollywood, etc. Hollywood, c'est une machine de guerre, ce qu'on appelle le soft power. Alors le soft power, alors en gros le hard power, c'est quand on dirige par la terreur, la violence, etc. Et le soft power, c'est quand on dirige par la manipulation mentale. On dirige, c'est-à-dire on gouverne, on gouverne une population, un pays, etc. Et donc en fait, je veux dire, comment font nos représentants pour nous influer, pour nous donner toutes les idées qu'ils veulent bien nous donner et les mots qu'il faut avoir, etc. Bah ils utilisent ce qu'ils ont, ils utilisent les journaux, la télévision, etc. Alors ils essayent de mettre la main sur Internet, mais ils ont du mal parce que quand même c'est difficile de contrôler Internet. Je veux dire, on peut le faire, mais ça se verrait. C'est ça le problème, c'est que si on veut contrôler Internet, ça se verrait trop. Donc, alors que la télévision, pour la contrôler, c'est simple, on a accès, on peut trafiquer toutes les images. Prenez n'importe quelle image, vous allez dans la première librairie presse tabac que vous trouvez, vous prenez n'importe quel magazine féminin, à la devanture, je suis sûr à 100% que la photo a été retouchée par Photoshop. Donc déjà, quand vous ouvrez un magazine féminin, de toute façon, vous ne voyez pas la réalité, vous voyez qu'une illusion ou qu'une image de la réalité. Et quand vous allumez la télé, c'est pareil, vous ne voyez qu'une image et qu'une illusion. Alors qu'on rajoute des images subliminales dans les images qui sont déjà, je veux dire, je veux dire, quand on mange voilà, on est déjà dans le gâteau, si vous rachetez une cerise par-dessus, ça change que dalle. Vous êtes déjà dans un système, sauf peut-être dans quelques émissions, style, je sais pas moi, TADI, parfois dans On n'est pas couché. Mais alors sur Internet, ce qui est sûr, c'est que vous trouvez, comme j'ai déjà dit, tout et n'importe quoi, ça c'est vrai, mais au moins vous trouvez tout, alors qu'à la télévision, vous trouvez tout ce qui est fait partie d'un système de pensée, etc. Donc voilà, ce que je pense des images subliminales, ça change rien du tout. Vous êtes, à partir du moment où vous allumez la télé, vous acceptez pas qu'on vous prenne pour un con, mais que vous acceptez tous les, enfin c'est même pas vous acceptez, c'est que vous êtes dans un univers clos. Vous n'êtes pas dans un univers ouvert à la télévision. Pensez par exemple, je pense à un film là. Euh, vous pensez par exemple à toutes les films américains d'action qui sont soi-disant entre guillemets violents. Mais tous ces films américains sont, finalement, si on réfléchit bien, ils ont l'esthétique de la violence. Ils ont l'air violents, mais en réalité, ils ne sont pas du tout. Par contre, si vous regardez un petit film français qui s'appelle Seul contre tous de Gaspard Noé, là, vous allez voir de la vraie violence. Ce film, j'aime bien ce film parce qu'il vous prend tout de suite, et c'est comme un coup sous la ceinture, il vous prend absolument tout de suite ce film, et il est très violent. Et mais c'est pas de la violence scénarisée, esthétique comme dans les films hollywoodiens. Là, c'est vraiment de la violence. C'est proche de la réalité, ce qui la rend autant plus effrayante. Donc voilà, la télévision, je veux dire, quand on l'allume, on sait ce qu'on regarde. Enfin, la plupart du temps, on s'en doute même pas, mais on sait qu'on est dans un espèce de consensus mou. Où, je veux dire, bah tant mieux. D'ailleurs, je vais un peu complexifier mon propos, mais moi, je trouve que c'est bien que les hommes politiques aient une façon de nous manipuler massivement. Je trouve que c'est une bonne chose en fait, parce que ça a toujours existé, la manipulation de masse. De toute façon, la manipulation de la plupart des gens, ça sera ça. À mon avis, je pense que ça existera toujours. Aussi, ceux qui sont naïfs et qui veulent pas avoir une puce RFID sous la peau, parce que avec ça, ils peuvent nous contrôler, etc. Mais je veux dire, est-ce qu'on a besoin de puce RFID pour contrôler une population? Non. On a besoin de mettre une télévision chez tous les gens pour contrôler leur imaginaire. Et quand vous contrôlez leur imaginaire, vous n'avez pas besoin de leur mettre une puce RFID, ça coûterait du pognon, ça servira à rien. Vous avez pas moins, voilà. Si vous voulez contrôler massivement la population, vous avez juste besoin de leur proposer une vision du monde, et puis à partir de cette vision du monde, vous l'encadrez bien par tout un tas de mots. Et puis personne ne sort de ça. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir des images subliminales ou des trucs compliqués. Ça c'est peut-être fait, mais c'est pour rire quoi. Je veux dire, on n'a pas besoin. Je vous assure qu'on n'a vraiment pas besoin d'images subliminales ou de quoi que ce soit pour contrôler massivement une population. Avant, on avait les prêtres, la Bible et tout ça, et c'était bien. Et puis aujourd'hui, on a la télévision et tout le monde trouve ça bien. Et bien, bah, c'est bien. Et je trouve que c'est utile que les hommes politiques aient une façon
contrôler massivement l'opinion. Déjà parce que ça a toujours existé, et ça, je veux dire, c'est une bonne chose parce que alors les messages de la société moderne, c'est toujours la même chose. Il faut être à la mode, il faut consommer, etc. Euh, mais c'est bien, je veux dire, ça permet à l'économie de tourner, ça permet à tout un tas de choses, et c'est pas plus mal que c'est pas pire qu'autre chose, si vous voulez. Donc je trouve que c'est une bonne chose que l'État, les hommes puissants en France, ils aient une possibilité de tous nous manipuler massivement. Quand faut pas être pour ou contre. C'est pas bien, je veux pas être manipulé, je veux être libre, etc. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Je veux dire, quand on est un homme politique, il faut s'appuyer sur des leviers. Et ces leviers, si vous les avez pas, vous pouvez pas gérer le pays. Et on a connu des moments dans l'histoire de France où le roi de France n'avait plus aucun levier. Et ben la France s'en portait d'autant plus mal quand il y avait les leviers ne marchaient plus, les manettes de commande ne marchaient plus. La France s'est portée horriblement mal je crois que c'est au Xe siècle, parce qu'elle était envahie par les Vikings, etc. Et le roi n'avait plus aucun pouvoir. Et c'est vraiment devenu le bordel en France au Xe siècle. Donc finalement, vaut mieux que le roi il ait des manettes et des commandes pour un peu gérer tout ça, et vaut mieux que le président de la République et tout la clique d'hommes qui sont autour de lui, des hommes puissants, des hommes d'affaires, etc. C'est bien aussi qu'ils aient des manettes à contrôler, parce que quand il y en a pas, c'est pire que quand finalement on est manipulé par la télévision. Donc finalement, moi je pense que quand même la télévision, même si je trouve que c'est dégueulasse, on manipule les gens, on les prend pour des cons toute la journée, oui d'accord, mais que si on n'avait pas ça, ça serait peut-être même pire. Vous voyez, je serais peut-être plus angoissé dans un pays où les hommes politiques n'aient pas les commandes et ils savent pas gérer le pays ou ils peuvent pas gérer le pays. Ça, c'est pire que finalement avoir la télévision chez soi avec des images subliminales qui nous font consommer tout et n'importe quoi. C'est peut-être mieux, même si c'est pas juste, même si etc., même si voilà, ça rejoint la République de Platon où il faut qu'il y ait une espèce d'élite qui nous dirige parce qu'on est trop bête pour y arriver. Bon, d'accord, je veux bien, mais tout compte fait, l'histoire nous montre que c'est pas aussi évident, que c'est pas bien ce qu'ils font, c'est les élites contre le peuple. Non, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. C'est pas une si mauvaise chose que ça si on réfléchit bien, que les élites aient des moyens de nous manipuler assez efficaces, hein, comme la télévision. Je veux dire, repensez à l'expérience de Milgram, hein, 65% des gens sont prêts à tuer quelqu'un sont prêts à tuer quelqu'un. Si dans les cas d'une expérience scientifique, si on leur demande, donc c'est bien que on puisse justement accéder à l'ensemble, alors justement des âmes, des êtres humains d'une population, c'est-à-dire que ceux qui vous animent, il vaut mieux que ceux qui vous animent, on ait un petit contrôle dessus, plutôt que on ne puisse absolument pas contrôler ce qui vous anime, donc votre âme. Donc tout compte fait, si on réfléchit bien, c'est un mal nécessaire. Maintenant, quand on fait de la philosophie, évidemment, on arrête de regarder la télé, on se met à réfléchir sur des tas de choses. Une des pensées qui m'est venue quand j'ai fait ce cours, c'est de dire ouais c'est pas bien, ils nous manipulent, etc. Mais en même temps, attention, s'ils pouvaient pas nous manipuler, on serait bien plus en danger que s'ils peuvent nous manipuler. Voilà, c'est très compliqué, il n'y a pas de bonne solution ou de mauvaise. Donc voilà, les images subliminales, les débats à la télévision où il y a rien qui ressort. C'est autant négatif que positif. Vous voyez, il n'y a pas de, c'est ni bien ni mal. C'est compliqué. Alors bon, évidemment la télévision c'est toujours la même chose, un matraquage médiatique. Il me semble que tout le monde se souvient ce qu'il a fait le 11 septembre 2001 parce qu'il y a eu les avions qui sont rentrés dans les tours. Ce jour-là, on a eu un tel matraquage médiatique que moi je me souviens exactement ce que c'était il y a 12 ans, mais je me souviens parfaitement de ce jour exactement, minute par minute, tous les détails, etc. Et donc ça montre la force et la puissance du matraquage médiatique quand il faut inspirer les gens pour qu'ils aient un certain nombre d'idées, comme d'ailleurs on a inspiré les chrétiens pour qu'ils aillent faire les croisades. On n'avait qu'à appuyer sur le bouton, on appuie sur le bouton et boum, soudainement ils se mettent tous à dire il faut aller à Jérusalem, récupérer le corps du Christ, etc. Donc voilà, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, ça dépend qu'est-ce qu'on veut en faire, si vous voulez, de tout ça. Puis dernier type de manipulation, peut-être que vous avez remarqué sur cette vidéo, depuis avant il y a un pot de miel et une pomme dessus. Et pendant que vous m'écoutiez, vous vous disiez mais qu'est-ce que ça fout là sur cette image. L'effet de Stroop c'est exactement ça. C'est mise en place d'un élément dérangeant dans le processus connectif. En gros, c'est-à-dire que au lieu de vous concentrer sur ce que je suis en train de dire, vous vous concentrez sur cette pomme et sur ce pot de miel qui sont là, qui n'ont rien à faire là et qui sont là depuis avant.
J'ai fait exprès de mettre ça depuis le début pour justement vous montrer que peut-être à un moment donné vous disiez mais qu'est-ce que ça fout là, et ça vous dérange. Et quand vous avez un élément qui vous dérange visuellement comme ça, vous avez du mal à totalement bien vous concentrer sur le message purement auditif. Vous regardez un truc et ça vous dérange. Et donc c'est justement la mise en place d'un élément dérangeant. Si je me mettais à poil, par exemple, vous écouteriez plus ce que je vous dis, mais vous regardez, mais vous dites en vous disant, vous écouteriez plus ce que je vous dis, vous dites, il a pété les plots. Donc voilà, c'est ça l'effet de Stroop. Alors, c'est très utilisé pendant la campagne présidentielle, ça, quand on veut qu'un candidat ne gagne pas. Et ben, c'est très simple, on lui met quand on met sa photo. Ça c'est très très utilisé, hein. C'est fascinant parce que c'est toujours les mêmes combines. C'est-à-dire qu'on met sa photo un peu en haut à droite là et on lui met vraiment une photo avec une sale gueule. Parce que quand, tu sais, il y a 24 images par seconde qui tournent là quand il y a ma vidéo. Et bien vous cliquez, vous faites pause, arrêt, pause, arrêt, pause, arrêt. Il y a forcément à un moment donné, je vais faire une tête un peu bizarre. Et puis vous prenez ce moment où j'ai l'air un peu bizarre. Vous faites pause et vous dites voilà à quoi il ressemble. Il a l'air complètement con. Alors vous prenez voilà quand j'ai l'air plus sérieux là tout de suite, si vous prenez la photo au moment où j'ai l'air plus sérieux, eh bien tout de suite si jamais vous mettez l'image de moi en haut à droite en disant voilà qu'est-ce que vous pensez de tel ou tel sujet, j'aurais l'air beaucoup plus sérieux que si je suis comme ça l'air inspiré etc. plutôt que j'ai l'air complètement abruti. Donc vous voyez c'est ça l'effet de Stroop, c'est vraiment quand on veut que la personne n'écoute pas le message mais se focalise sur un élément dérangeant dans l'image, eh bien on rajoute un effet visuel. Alors là j'ai mis cette pomme et ce pot de miel, mais j'aurais pu très bien, voilà, si je me mets à poil c'est la même chose, vous avez pu écouter ce que je dis, vous allez juste vous concentrer sur l'image et plus sur le dialogue ou le texte. Voilà, on a fini en gros pour pardon, tout ce qui est un peu manipulation. Si vous voulez en savoir plus sur ça, il y a tout ce qui est programmation neurolinguistique, analyse transactionnelle, justement cet excellent livre que je vous recommande, hein, le traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, mais alors des traités de manipulation, de drague, et de toutes ces sciences sociales qui sont l'approche d'une personne. Il y en a autant qu'on veut. Et justement, c'est parce qu'il y en a autant qu'on veut que je suis sûr que c'est pas tout à fait scientifique, c'est chaque personne a son expérience et son vécu, et il écrit son bouquin avec son expérience et son vécu. Voilà, il y a pas de science de la manipulation très exactement. Il y a des trucs qui marchent plus que d'autres et il faut savoir les connaître, les utiliser. Et puis si jamais vous voulez votre truc, c'est la liberté absolument, il faut que je sois libre. Bah à ce moment-là, dites-vous que tous ces trucs, essayez de vous détacher de tous ces trucs de manipulation qu'on utilise sur vous au quotidien. Essayez de vous détacher de tous les sophismes parce qu'il y en a beaucoup. Et puis il faut essayer justement de se rendre compte que quand je pense ou quand quelqu'un me parle et qu'il utilise un sophisme, faut reconnaître que c'est un sophisme, dont ce que s'il dit est faux, et on s'arrête là. Alors quand faut pas mettre dans ses idées dans son esprit que des idées fausses. Alors on va pas forcément trouver la vérité, mais on peut au moins, si vous voulez, moins se mentir à soi-même, moins avoir des idées fausses, ou moins avoir des sophismes dans son esprit, réfléchir avec des sophismes, etc. Ou entendre des sophismes et se faire manipuler par le langage de façon autre, etc. Et justement, la petite technique qu'on a vue juste avant, hein, la dialectique, ça permet de réfléchir sur des tas et des tas de choses. Et ça fonctionne parce que dans votre esprit, comme vous êtes bercé d'illusions, on vous a menti toute votre vie, on vous a raconté des salades en utilisant la magie de la rhétorique, etc. Ou la magie de la manipulation, eh bien, ayez toujours ce petit exercice dialectique qui s'explique de lui-même, là, pour le coup, en se disant, bah voilà, tout ce que je dis, tout ce que je pense, tout ce que je fais, est-ce que j'y ai bien réfléchi, est-ce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, etc., etc. Voilà. Alors, je vous remercie de m'avoir suivi, hein, c'est bien. Alors, la prochaine vidéo va être assez, on va pas élever le niveau parce que ça veut rien dire du tout, mais on va parler de métaphysique. Et je pense que sincèrement la métaphysique c'est quand même une des choses les plus, pas les plus compliquées, mais c'est une des choses certainement les plus intéressantes. Et alors c'est mon point de vue, donc je peux me tromper, hein, voilà, je suis jeune, j'ai pas tout lu, etc. Mais je pense que si on réfléchit bien, tout part de la métaphysique à mon avis. Et en fait, quand on a compris la métaphysique, l'esthétique, l'éthique, tout ce qui suit par la suite s'explique de lui-même. C'est-à-dire quand on a compris la métaphysique kantienne, c'est-à-dire en gros la critique de la raison pure, on peut comprendre la morale, c'est-à-dire la critique de la raison pratique, et on peut comprendre l'esthétique de Kant, c'est-à-dire la critique de la faculté de juger. Donc, alors je peux me tromper, hein, parce que par exemple la métaphysique d'Aristote, c'est le livre qu'il a écrit en dernier. D'ailleurs, il l'a même pas fini, il a même pas appelé ça métaphysique. C'est juste que quand il est mort, on a tout réuni, on a appelé ça la métaphysique d'Aristote. Mais
Voilà, vous voyez. Mais je pense que tout part de la métaphysique, donc il est important d'apprendre et de connaître la métaphysique. Et là, on va faire une approche complètement historique de la métaphysique. On va partir de Platon et on va finir à peut-être, je sais pas, je sais pas où je vais finir, mais peut-être Gilles Deleuze ou etc. Donc on va faire toute l'histoire de la métaphysique et ça arrive tout de suite. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.